Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde numérique de Jérôme Colombin et Futur Hebdo, le média de nos futurs immédiats. Le 21 octobre 2015, la fiction a été rattrapée par la réalité. C'est le jour où Marty McFly et Doc, les héros de la saga Retour vers le futur, ont visité notre présent 30 années dans leur propre avenir. Entre-temps, en 1997, on avait survécu au jugement dernier. Skynet ne s'était pas activé. On parle ici, bien sûr, de la saga Terminator. Le 13 septembre 1999, la Lune n'a pas quitté son orbite comme dans la série Cosmos 1999. Le 21 décembre 2012 n'a pas fêté la fin du monde, tel que rapporté dans le film éponyme. En 2019, on aurait tous pu avoir un rendez-vous à Los Angeles pour y déguster un bol de nouilles comme dans Blade Runner, si ce n'est qu'il y a de fortes chances que le ciel y eût été radieux. Ainsi, plus le temps passe, plus les conjonctions de la fiction avec la réalité se produisent. Certaines font partie de notre imaginaire au point que la date ne compte plus vraiment. C'est le cas de 1984, le film de Michael Radford, adaptation du roman de George Orwell. Ce dernier avait titré son œuvre en inversant les chiffres de dizaines et des unités de l'année au cours de laquelle il avait écrit son roman 1948. Ces conjonctions sont surtout l'occasion de faire le point sur ce que les auteurs et les cinéastes des années passées ont imaginé, prévu, anticipé de leur avenir, c'est-à-dire notre présent. Alors, que nous raconte l'année 2015 du deuxième opus de la saga Retour vers le futur ? On peut déjà commencer par noter quelques points pour lesquels les scénaristes ne se sont pas trompés. Dans Retour vers le futur 2, sorti en salle en 1989, les points de similarité entre la fiction et notre réalité se situent autour des TIC, les techniques d'information et de communication. C'est par exemple l'omniprésence de l'audiovisuel dans le quotidien des contemporains de l'année 2015 du film ou celui de notre présent. La scène dans laquelle le fils de Marty se vautre dans le canapé familial en commandant la diffusion de front de 6 chaînes n'a rien à envier au comportement de nos adolescents qui jouent, regardent la télé ou YouTube et chattent tout en même temps et pareillement vautrés. Et puis, il y a la scène dans la cuisine. Toute la famille est à table, les plus jeunes gardent sur leur nez des lunettes communicantes. Cela non plus ne change guère des comportements que l'on peut trouver chez nos contemporains avec leur smartphone ou leur tablette. À propos de communication, il est à noter que les réseaux sociaux sont esquissés au cours de la conversation visiophonique que Marty a avec un de ses collègues de bureau et son patron. Tout au long de la conversation, toutes les préférences des deux personnes avec qui parle Marty sont affichées sous l'image des deux interlocuteurs. On apprend que Needles, le collègue de Marty, a 47 ans, que sa femme se nomme Lauren Ann, qu'il aime le baseball, la bière, les steaks, les plats Tex-Mex. De son côté, leur patron, Ito Fujitsu, déteste tout ce que ses employés apprécient et se délecte tout particulièrement de la cuisine japonaise et thaï. Étonnant, non ? Rappelez-vous, le film date de 1989 et à cette époque, Internet n'existait que pour les scientifiques et les militaires. Ailleurs dans le film, on remarquera des consommateurs qui pédalent devant des écrans dans un fast-food. Participent-ils à la fabrication d'une énergie renouvelable ? Font-ils du fitness tout en consommant des aliments ? Sont-ils en train de recharger un appareil, comme dans nos gares du XXIe siècle, à chacun de se faire son opinion ? Après les points communs entre notre réalité et la fiction de Retour vers le futur 2, abordons les différences et commençons par 2 erreurs. Ainsi, en prospective, il existe un marronnier, une prévision qui revient avec une régularité quasi saisonnière. C'est la voiture volante. Les premières traces de ce fantasme remontent au tournant entre le 19e et le 20e siècle. À cette époque, la ville du 21e siècle
avaient été imaginées aériennes, avec des voitures particulières et des transports en commun maintenus en l'air à l'aide de dirigeables de toute taille. La propulsion était aussi bien assurée par la force du mollet que par celle de la vapeur. La culture Pulp Fiction, avec ses Buck Rogers et ses Flash Gordon, a continué d'alimenter cette illusion de la modernité. Et encore aujourd'hui, on voit régulièrement sortir des cartons d'inventeurs des projets plus ou moins réalistes. À l'occasion des JO de Paris, des navettes volantes emportant 2 passagers avaient été annoncées entre le quartier de la Défense et l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On n'en a pas vu le bout d'un aileron. Dans Retour vers le futur 2, pas de complexe. Que ce soit grâce à une technique d'aéroglisseur très discrète ou même par l'intermédiaire d'une improbable antigravité, les voitures volent et le monde du film semble avoir réalisé la quadrature du cercle qui, dans notre monde, rend difficile la diffusion en masse de la voiture volante. Cette problématique tient en 3 questions. La première, le service rendu par la voiture volante est-il supérieur à l'énergie dépensée pour voler ? La seconde, en cas de panne, la voiture volante ne peut simplement pas se garer sur le bord de la route, elle tombe. Alors, quelle solution apporter à cela ? En dernier lieu, sur la route, le conducteur suit une piste en 2 dimensions. Dans le cas de la voiture volante, a-t-on tous les compétences nécessaires au pilotage en 3 dimensions à haute vitesse et avec des encombrements inhérents à nos villes hyper-urbanisées ? Les plus enthousiastes diront que le pilotage par l'IA et les prochaines générations de batteries installées sur des drones volants feront de la voiture volante une réalité. Peut-être, sûrement même, dans un certain temps, ne serait-ce qu'après que la voiture classique, sur route, soit devenue effectivement autonome, et on en est encore loin. Il sera alors temps d'interroger le rapport entre le service rendu et la consommation énergétique d'une voiture volante. On l'a dit dans le film, les voitures semblent voler par antigravitation. C'est bien une chose que dans notre 21e siècle, on n'a pas et qu'on n'est pas prêt d'avoir. L'antigravitation, pourtant, est convoquée à plusieurs moments dans le film. Ainsi, on voit un grand-père convalescent qui retrouve sa mobilité grâce à cette antigravitation sans qu'on sache trop d'où provient l'énergie du dispositif qui ressemble fort à une simple ceinture. Ailleurs, on croise un robot volant qui promène un chien et on s'interroge sur la résistance que peut offrir un tel dispositif contre l'enthousiasme excessif d'un toutou. Qui emportera l'autre ? Pour finir, on croise un robot volant, journaliste, reporter d'images, un JRI autonome ou piloté à distance. On le voit couvrir l'arrestation du petit-fils de Biff Tannen après qu'il ait saccagé malgré lui l'entrée de l'hôtel de ville de Hill Valley. Cependant, aucun de ces objets ne laisse apparaître le moindre indice sur la technologie qui génère cette antigravité. Le mystère reste complet et dans la réalité, il n'est pas prêt d'être levé. On est loin de voir ce genre d'objet dans notre quotidien. Après les erreurs, viennent les différences. À partir d'usages nouveaux, peut-être utopiques, ils nous emmèneront jusqu'à la dystopie, le meilleur du pire de l'humanité. Passons sur la disparition de la porte. La domotique nous prépare sûrement ce genre de choses, mais l'humain est conservateur, il pourrait bien rester attaché à cette antiquité. Passons sur l'anachronisme du fax. Ça permet d'expliquer ce que c'est à des jeunes nés après l'an 2000. Passons sur l'alimentation déshydratée, un autre marronnier de la prospective. Et arrêtons-nous sur la cuisine de ce futur. Pourrait-elle nous apprendre quelque chose ? Tenez, les habitants de Retour vers le futur 2 disposent chez eux de jardins suspendus automatisés qui leur apportent fruits et légumes frais à volonté, alors que dans notre présent, les architectes en sont à envisager la construction d'immeubles de fermes verticales gigantesques. Le potager à domicile, une bonne idée à prendre, non ? On pourrait aussi s'arrêter sur les insultes, clonard, barbituré, lobotom. Ces injures impliquent-elles que dans le monde du film, les clones humains existent et qu'ils sont considérés comme une sous-classe de l'humanité ? Ces injures évoquent-elles l'usage de nouvelles drogues débilitantes ? Insinuent-elles des pratiques médicales qui permettraient à des individus de réduire leur intelligence, leur conscience,
face à une réalité trop complexe? Et on a glissé là vers les aspects dystopiques succinctement évoqués dans le film. En voici d'autres. Dans cette société, les avocats ont disparu, ce qui permet des jugements express. Et l'identification par empreinte digitale est automatique. Elle remplace la présentation d'une pièce d'identité. Ceci implique surtout que l'identité numérique de l'ensemble de la population est centralisée quelque part. Ce qui implique que tous les déplacements sont donc comptabilisés. Alors on peut se demander si dans le monde de Retour vers le futur 2, on est encore en démocratie quand les droits des citoyens ne sont plus défendus, pas plus que leur vie privée n'est respectée. Ces dernières constatations, comme toutes celles qui précèdent, pourraient bien nous inciter à aimer notre monde pour ce qu'il a de bien et de bon, à remarquer en quoi il est extraordinaire ou en quoi il faut le changer, le faire bouger. Ces constatations, ces amusements doivent aussi nous inciter à rester attentifs aux choix qui sont à faire ainsi qu'aux dérives à éviter. On a du travail sur la planche. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.